Si vous n'avez jamais lu un livre véritablement foisonnant, enfermez-vous une vingtaine d'heures avec les 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez et laissez-vous littéralement submerger par ses histoires infinies, ses anecdotes et ses images. Voilà donc ce que j'ai fait pour cet épisode numéro 13 de l'alchimie d'un roman, et voilà qu'aujourd'hui je vais essayer de débrouiller cette montagne avec vous. 100 ans de solitude n'est pas un roman comme les autres. Alors pourra-t-on y retrouver les éléments traditionnels de l'alchimie d'un roman, le style, l'élément aquatique, la fiction, l'élément aérien, le milieu, l'élément de la terre et le message, l'élément du feu. Pour le savoir, il n'y a pas d'autre façon que de s'y attaquer avec courage, alors allons-y. Premier défi impossible, donner un aperçu de ce monument en 1 minute chrono, essayons quand même. Au milieu des marécages, pour fuir un fantôme qui le harcèle, José Arcadio Buendia et sa cousine Ursula, vivant un amour incestueux, fondent le village de Macondo. Aidés par le gitan Melquiades, ils élèvent leur fils Aureliano qui sculpte des poissons dorés, José Arcadio a la musculature surhumaine, ainsi que leur fille adoptive Rebecca qui mange de la terre. Une guerre civile éclate et Aureliano devient colonel. Il a 17 fils qui meurent tous le même jour, et il manque de se faire fusiller sur la place même du village où son père devenu fou vit accroché à un arbre. Puis c'est la paix dite de Néerlandia, le chemin de fer arrive jusqu'à Macondo et favorise le développement d'une bananeraie, où des grévistes sont massacrés, leurs 4000 corps seront emportés par le train pour être déversés dans la mer. Les générations se suivent, 6 générations tout au long de 100 ans. Remedios Label disparaît en s'élevant dans le ciel, Fernanda enferme son petit-fils dans sa maison parce qu'elle n'a pas le courage de le noyer, etc., etc. Et tout cela nous mène à la lente déchéance du village qui finira abandonné par tous puis détruit par un déluge. Finalement, Aureliano Babylonia, dont le nouveau-né à queue de cochon est dévoré par les fourmis, s'attachera à décrypter les écrits du gitan Melquiades pour découvrir que celui-ci avait depuis le début prophétisé l'ensemble de l'histoire de Macondo et de ses habitants. Alors, quand on referme ce roman, on est saisi par la grandeur épique de ce qu'on vient de lire, parce que ce qu'on vient de survoler, tout au long d'un véritable marathon de lecture, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un village, et on se demande même si ce n'est pas l'histoire d'un pays tout entier. Alors moi, mon premier réflexe a été de me précipiter sur internet pour vérifier les événements décrits par García Márquez à la lumière de l'histoire de la Colombie. García Márquez ne donne aucune date dans son roman, mais rapidement, on reconnaît certains événements et il devient possible de retrouver les fameuses 100 années de solitude dans l'histoire réelle de la Colombie. La guerre civile dite des 1000 jours entre les libéraux et les conservateurs, terminée par la paix de Néerlandia dont il est souvent question dans le texte, puis l'arrivée du chemin de fer en Colombie, puis le massacre des bananeraies où les cadavres de milliers de grévistes sont évacués par train vers la mer, tout cela est véridique. Alors 100 ans de solitude serait un véritable roman de l'élément de la terre, c'est-à-dire un roman quasi pédagogique à propos de l'histoire de la Colombie ? Non, bien sûr. Parce qu'on n'a pas oublié par exemple que José Arcadio Buendia a fui sa ville d'origine pour échapper à un fantôme. On n'a pas oublié l'élévation quasi biblique de Remedios Label dans une brise de lumière. On n'a pas oublié la peste de l'insomnie ni le déluge final qui ravage la région de Macondo. L'histoire de García Márquez est bien trop fantastique pour être réelle. Et la réalité que décrit l'auteur est en permanence noyée dans une féerie digne des 1001 nuits ou de ce genre d'épopée. García Márquez, bien conscient de son effet, lui a même donné un nom, le réalisme magique, c'est-à-dire l'incursion dans un milieu réaliste d'éléments irrationnels et fantastiques. Ok, d'accord, mais alors que faire de ce récit ? Si on ne peut pas faire confiance au milieu qu'il décrit, à ses informations historiques, si on ne peut pas faire confiance à ce qu'il nous a appris de l'histoire de la Colombie, alors pourquoi García Márquez a-t-il écrit ce roman ? Et pourquoi l'a-t-on lu ? Eh bien, reconnaissons d'abord que nous nous moquons bien de l'histoire de la Colombie et que si le destin du village de Macondo nous a passionnés, ce n'est certainement pas pour le témoignage réaliste qu'il nous apporte. Non. Le premier charme de ce roman, et ce qui nous a poussé à le lire, c'est son style incomparable, c'est l'élément de l'eau, et c'est en premier lieu la poésie des images qu'il utilise. Par exemple, écoutons ce qu'il dit de la vieillesse du gitan Melquiades. Un jour, il oublia de remettre son dentier qu'il laissait la nuit dans un verre d'eau près de son lit. Lorsqu'Ursula décida d'agrandir la maison, elle lui fit aménager une chambre particulière avec une fenêtre par où le soleil coulait à flot et une étagère où elle rangea les livres perdus à cause des mythes et de la poussière, les papiers si fragiles entièrement recouverts de signes incompréhensibles, et le verre qui contenait le dentier où s'étaient fixées des plantes aquatiques aux minuscules fleurs jaunes. La lumière, la poussière, les signes incompréhensibles et les fleurs jaunes, la poésie de García Márquez, au-delà des mots choisis, réside dans les images qu'elle évoque. Et il faut vraiment lire ce livre pour se rendre compte de la masse colossale de petits détails poétiques qui ponctuent chacune de ces phrases. Cette même poésie que l'on retrouve aussi au niveau des paragraphes, des chapitres, des images plus grandes, des panoramas et de l'histoire tout entière qui nous est racontée.
Et voilà que l'élément de l'eau, le style, se mêle à l'élément de l'air, la fiction. Tout devient du style, tout devient de la poésie. Et le charme de Garcia Marquez est exactement celui du vieux conteur d'histoire au coin du feu, capable de passionner ses auditeurs pendant des heures et des heures. Chacune de ces histoires, on aimerait dire de ces anecdotes, dure 4-5 pages maximum, et on passe en permanence du coq à l'âne, mais on se laisse séduire, car chaque petite fable est un trésor d'imagination et d'images surprenantes. Écoutez par exemple le début du chapitre 2. Quand au XVIe siècle le corsaire Francis Drake attaqua Riohacha, l'arrière-grand-mère d'Ursula fut tellement épouvantée par le tocsin et les coups de canon qu'elle perdit la tête et s'assit en plein sur un fourneau allumé. Les brûlures en firent une épouse inutile pour le restant de ses jours. Elle ne pouvait s'asseoir que de biais, calée sur des coussins, et quelque chose d'étrange dut lui rester dans sa façon de marcher, car jamais plus on ne la vit déambuler en public. C'est marrant, c'est inventif, c'est excessif, c'est naïf et c'est burlesque, et les images de Garcia Marquez s'accumulent ainsi dans notre esprit pour former une mosaïque exubérante. 100 ans de solitude est un roman exubérant, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors au début, on s'accroche aux détails, on tente de les retenir, les plus assidus prennent des notes. Mais Garcia Marquez fait exprès de nous perdre. D'abord par accumulation, il y en a trop pour un seul esprit. Ensuite, il fait exprès de reproduire les noms de ses personnages de génération en génération. José Arcadio, Arcadio Segundo, ou bien le colonel Aureliano, Aureliano José, Aureliano Segundo, Aureliano Babilonia et encore un autre Aureliano. Et pire que leurs noms, leurs histoires même se ressemblent d'une génération à l'autre. Les guerres civiles, les incestes, les amours fatales, on s'y perd car il est impossible de ne pas s'y perdre, c'est fait exprès. Et les plus rationnels des lecteurs pourront s'énerver à l'accumulation des anecdotes, séduisantes à leur petite échelle, mais dont aucune intrigue ne semble se dégager à long terme. Mais où veut-il donc en venir? Voilà la question qui finit par hanter le lecteur. Alors après 100 pages, 200 pour les plus réfractaires, on baisse les bras, on finit par se laisser aller. On renonce à chercher une logique ou une structure, on s'abandonne, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la véritable structure du livre nous apparaît. 100 ans de solitude est d'abord un arc, une grande épopée qui naît avec la fondation du village de Macondo et se termine à son abandon, en passant par une période florissante où la population est à son apogée. On suit l'installation de José Arcadio Buendia aidé par le gitan Melquiades, puis les générations passant, on assiste à la guerre civile, événement historiquement plus important, puis à l'installation du chemin de fer et le massacre de la bananeraie. Puis vient le déclin, le déluge et l'étude des parchemins de Melquiades dans un Macondo désert. Tout cela dure 500 pages pendant lesquelles on va se passionner aussi pour des histoires plus petites, les histoires individuelles des nombreux personnages. Autant de mini-romans à part entière, la rivalité de Rebecca et Amaranta pour l'amour de Pietro Crespi, le fabricant de pianos mécaniques, Remedios la Belle qui se promène nue alors que les hommes meurent littéralement d'amour pour elle, ou l'amour final d'Aureliano Babilonia pour sa tante Amaranta Ursula qui accouchera d'un bébé à queue de cochon dévoré par les fourmis. Si l'on s'autorise une métaphore mathématique, on pourrait dire que ce roman est fractal, car on y trouve dans chaque histoire une autre histoire plus petite, et encore une autre imbriquée plus petite encore. Et ainsi l'imagination exubérante de Garcia Marquez s'organise en poupée russe, en tiroir infini, qui mélange en permanence ce qui est grand et ce qui est petit, l'histoire des gens et l'histoire d'un pays. Et voilà une première structure que l'on découvre, la fractale. Mais ce n'est pas la seule. Pour rester dans la métaphore mathématique, on peut aussi dire que le roman de Garcia Marquez résonne d'harmonique. Je m'explique. On est étonné par exemple de retrouver périodiquement des thèmes, des images, des références, des noms propres au fil d'histoires pourtant distinctes. La queue de cochon des enfants consanguins, les poissons dorés d'Aureliano, les fleurs jaunes de Melquiades, les 4000 morts de la bananeraie, les 17 fils du colonel, etc. Autant de détails qui reviennent régulièrement d'anecdote en anecdote comme les réminiscences des histoires précédentes que l'on avait déjà oubliées. Et toutes ces harmoniques, ces résurgences créent une musique de plus en plus familière, si bien qu'après 500 pages, on a l'impression que cette harmonie est la nôtre et qu'on la connaît depuis longtemps. Alors, au moment de refermer ce roman, on a la tête pleine d'images et de la musique cyclique, presque répétitive de Garcia Marquez. Et tout cela crée une impression terrible d'épopée. Plus qu'une histoire, Garcia Marquez nous raconte un mythe, un folklore, quelque chose de plus grand que les existences humaines qui le composent. Par exemple, de nombreux commentateurs soulignent les références bibliques de ce roman. La genèse de Macondo, les calamités, la peste de l'insomnie, la montée au ciel de la Vierge Remedios, le déluge final. D'accord, c'est bien les références bibliques, mais dans quel but? Eh bien ces références, à l'évidence, confèrent à la fresque une indéniable dimension épique et fondatrice. Elle devient un récit quasi sacré prophétisé par le gitan Melquiades. Car au final, ce que porte le roman de Garcia Marquez, ce n'est pas un message, ce n'est pas une morale, c'est une culture.
Il ne nous donne pas de leçons, il ne nous donne pas à réfléchir, il nous immerge dans une histoire à la fois réelle et à la fois magique, dans des personnages à la fois terre-à-terre et divins, dans des images à la fois grandioses et minuscules, il crée une poésie particulière et implante dans notre mémoire une foule d'anecdotes qui deviendront, à force de résonner en harmonique, autant de symboles. C'est cela qu'on appelle une culture, et voilà le but que s'était donné Garcia Marquez. Créer, à partir de l'histoire de la Colombie, une véritable culture latino-américaine, faite de mythes, de légendes, de réalités aussi et d'histoire humaine. Voilà le génie incontestable qu'on lui a reconnu et qui lui a valu, en 1982, le prix Nobel de littérature. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui et jusqu'à la prochaine fois. Alors en cliquant ce bouton, vous retrouverez toute la collection de mes analyses littéraires et vous pourrez même vous y abonner, c'est gratuit, pour être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote, ou sur mon blog depote.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître et d'en parler à vos amis. À bientôt.